Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous Becquerel sur la prévention. Pour introduire cette soirée, j'aimerais rappeler quelques chiffres et éléments qui nous sont fournis dans le dernier diagnostic régional des cancers en Normandie, qui a été coordonné par le réseau Onco-Normandie, afin d'expliquer et de comprendre pourquoi c'est important de parler de prévention, notamment sur notre territoire. Plus de 19 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en moyenne en Normandie. Ça ne représente pas une surincidence par rapport à la France métropolitaine. En revanche, il existe des disparités en fonction des localisations tumorales ou des départements. Par exemple, on observe une surincidence marquée pour les cancers associés à une consommation d'alcool ou de tabac chez les hommes, notamment en Seine-Maritime. Au total, on observe plus de 9 000 décès par cancer en moyenne par an en Normandie, ce qui correspond cette fois à une surmortalité par rapport à la France métropolitaine. Cette surmortalité, elle concerne notamment 3 localisations cancéreuses qu'on va évoquer assez largement ce soir, à savoir le cancer du col de l'utérus, le cancer colorectal et le cancer du poumon. C'est pourquoi les questions autour de la prévention et du dépistage sont particulièrement intéressantes à évoquer sur notre territoire. Donc ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir les docteurs Plazia et Drouillet, qui sont gynécologues au Centre Henri Becquerel et qui nous parleront des enjeux autour de la vaccination HPV. Ensuite, le professeur Florian Guizet, qui est pneumologue au CHU de Rouen, évoquera avec nous les perspectives en matière de dépistage du cancer du poumon. Le docteur Adrien Grancheret, qui est hépato-gastro-entérologue au CHU de Rouen, nous parlera de l'importance du dépistage du cancer colorectal. Et enfin, le docteur Olivier Régal, qui est chef de service des soins de support au Centre Henri Becquerel, conclura cette soirée. Donc je donne la parole tout de suite aux docteurs Plazia et Drouillet. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis le docteur Plazia Mariem, gynécologue au Centre Henri Becquerel, et je suis accompagnée du docteur Drouillet, qui est aussi gynécologue au Centre Henri Becquerel. Donc, nous, on va vous parler de l'enjeu de la vaccination HPV. Alors, déjà, pour définir, donc l'HPV, c'est un virus qui est très contagieux. Il y a une transmission à peu près de 60%, et la transmission, elle se fait par contact muqueuse ou peau muqueuse, notamment lors des rapports sexuels. On compte à peu près 200 souches existantes de papillomavirus, et c'est une infection qui est très fréquente. Donc ça touche à peu près 70 à 80% des hommes et des femmes qui ont déjà eu un rapport sexuel au cours de leur vie. Et contrairement aux autres infections sexuellement transmissibles, le préservatif ne protège que partiellement des infections au papillomavirus. Alors, c'est une infection qui est le plus souvent asymptomatique. Dans certains cas, on peut retrouver la présence de condylomes. Donc, ce sont les petites verrues génitales qu'on voit là sur cette photo. Et c'est essentiellement causé par des HPV qu'on dit à bas risque oncogène. Alors, quand on est face à un HPV à haut risque oncogène, donc tout en bas, on vous a mis les 12 HPV qui sont considérés comme étant à haut risque oncogène. Donc comment ça va se passer? Alors, il va y avoir l'instant T, l'infection à l'HPV, où il y aura majoritairement, pas de symptômes cliniques, avec un col qui est plutôt d'aspect sain, tout à fait normal. Et à ce moment-là, il va y avoir une clairance du virus d'à peu près 80%. Donc la majorité des patientes vont s'en débarrasser grâce à leur système immunitaire. Dans 20% des cas, ça peut évoluer vers des lésions qu'on dit de bas grade. Ce sont des lésions bénignes où, pareil, on va avoir cliniquement un col de l'utérus qui va être tout à fait normal. Et à ce moment-là, on peut encore, les patientes peuvent encore s'en débarrasser avec une clairance de 70%. Et si malheureusement, elles n'arrivent pas à s'en débarrasser, ça peut évoluer vers des lésions qu'on dit de haut grade, donc qui correspondent à des dysplasies modérées ou sévères. À ce moment-là, nous, on intervient en proposant une conisation, c'est-à-dire qu'on va retirer la partie du col qui est atteinte. Et ce sont ces lésions de haut grade qui peuvent aboutir à un cancer du col de l'utérus, où là, cliniquement, on va avoir tous les aspects, une lésion bourgeonnante, ulcérée, qui saigne au contact, etc.
Donc, comme vous pouvez le voir là sur cette image, entre le moment de l'infection et le moment où il y a le cancer du col de l'utérus, il se passe plusieurs années finalement, à peu près une dizaine d'années. Et donc nous, ça nous permet d'intervenir entre deux pour éviter l'apparition d'un cancer du col de l'utérus. Alors, un peu d'épidémiologie. Donc, on compte à peu près 6400 cas de cancer induits par le papillomavirus en France, toutes localisations confondues, hommes et femmes. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour Aurélien et moi, c'est les cancers du col de l'utérus, où ça touche à peu près 3000 femmes par an. Et le papillomavirus, on sait qu'il est responsable de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus. Alors, la vaccination, c'est le mode de protection qui est le plus efficace contre les papillomavirus, puisqu'il prévient jusqu'à 90% des infections au papillomavirus qui sont responsables de ce cancer. Il s'agit d'un vaccin recombinant, c'est-à-dire qu'on injecte des pseudoparticules virales qui induisent une reconnaissance par le système immunitaire responsable de la production d'anticorps contre les HPV. Les recommandations HAS concernant la vaccination HPV, donc c'est la vaccination des filles et des garçons entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible de 15 à 19 ans révolus. Et le schéma vaccinal, donc c'est 2 doses entre 11 et 14 ans qui sont espacées, donc selon les recommandations HAS, entre 5 et 13 mois, on fait plutôt la plupart du temps 6 mois. Et entre 15 et 19 ans, c'est 3 doses à 0, 2 et 6 mois. On sait qu'il y a une meilleure réponse vaccinale si on fait la vaccination HPV le plus tôt, donc autour des 11 ans. D'un point de vue historique, la vaccination HPV a débuté donc en 2007 pour les filles de 14 ans, avec donc le vaccin bivalent Cervarix et le quadrivalent Gardasil 4. En 2012, on a une vaccination qui est recommandée de 11 à 14 ans avec un rattrapage possible de 15 à 19 ans uniquement chez les filles. À partir de 2016, on a un élargissement de la vaccination HPV pour les hommes ayant des rapports avec des hommes jusqu'à l'âge de 26 ans avec un schéma à 3 doses. En 2017, on a le Gardasil 9 valence qui est apparu et donc qui est recommandé à ce moment-là. En 2021, on a un remboursement de la vaccination aux garçons selon les mêmes modalités que les filles avec un usage du Gardasil 9 uniquement. Alors qu'entre 2007 et 2021, on avait un peu un flou entre les différents vaccins. En 2023, il y a eu les pouvoirs publics qui ont fait une campagne vaccinale avec une vaccination dans les collèges des élèves de 11 à 14 ans, volontaire avec autorisation des parents. Et très récemment, le 13 mai 2025, la HAS a recommandé un rattrapage vaccinal chez les femmes et les hommes jusqu'à l'âge de 26 ans révolus, mais on n'a pour l'heure pas de remboursement officiel dans cette indication. Ça devrait arriver dans les prochains temps. Alors, concernant la couverture vaccinale en Europe, on voit qu'en France, on a une couverture vaccinale à ce moment-là, donc entre 2010 et 2017, qui est relativement faible, de moins de 30%. Donc ça, c'est chez les jeunes filles. Si on compare aux pays nordiques, on a plus de 70-80% de couverture vaccinale. Et dans ces pays nordiques, on sait qu'on a une incidence des cancers du col qui sont nettement inférieures à la France. Donc on voit sur cette diapo qu'on a quand même une réticence à la vaccination HPV ou à la vaccination en général en France. Ici, c'est le tableau entre 2023 et 2024 qui correspond en fait à la période où il y a eu la campagne de l'État. Concernant si on regarde France entière, on voit qu'on a une amélioration quand même par rapport aux moins de 30% de 2017. Chez les jeunes filles, on est plutôt à 45-48%. Donc on passe de 45 à 48 avec cette campagne. Alors que chez les garçons, on a une plus grande différence. On passe de 16% avant la campagne à 25% après la campagne. Donc on a une franche amélioration, mais qui reste quand même insuffisante, puisqu'on a quand même seulement un garçon sur 4 qui est vacciné,
alors que l'intérêt est également prouvé chez l'homme et l'intérêt est aussi de protéger la femme. Mais il y a aussi un intérêt chez l'homme pour d'autres cancers que le cancer du col, notamment les cancers ORL, anus, etc. Alors du coup, donc ceci étant dit, on ne peut, enfin, même si la vaccination c'est le meilleur moyen de prévenir les infections au papillomavirus, on ne peut quand même pas se passer du dépistage des lésions du col de l'utérus. Et actuellement, ce dépistage est recommandé chez toutes les femmes de 25 à 65 ans, chez celles qui sont vaccinées et celles qui ne sont pas vaccinées. Alors, donc le dépistage, il se décompose donc à partir de 25 ans, entre 25 et 30 ans, on fait des cytologies, donc c'est communément le frottis. Donc on le fait à 25 ans, puis à 1 an, donc à 26 ans, et ensuite on va le refaire, le contrôler à 3 ans, donc à 29 ans normalement si le schéma a été bien suivi. Et après 30 ans et jusqu'à l'âge de 65 ans, on ne fait plus de frottis, mais on va faire un test HPV, donc c'est le dépistage de la présence de papillomavirus. Et ce test, il est valable 5 ans globalement. Donc, pour appuyer notre propos, du coup, on a parlé de 3 études. La première étude qui a eu lieu en Australie. Alors, pourquoi l'Australie? Parce qu'en fait, c'est le pays qui a la plus grande couverture vaccinale. Ils ont à peu près plus de 90% de jeunes filles vaccinées. Et donc, en Australie, ils ont prouvé qu'il y avait une baisse de 93% des infections HPV chez la population qui est couverte par le vaccin Gardasil 9. Ensuite, une deuxième étude suédoise de 2020 qui montre qu'il y a une réduction de 88% du risque de cancer du col de l'utérus chez les jeunes filles qui sont vaccinées avant l'âge de 17 ans. Et enfin, une étude française. Alors, cette étude, elle est intéressante parce que, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a une meilleure réponse à la vaccination. Enfin, plus la vaccination est effectuée tôt, meilleure sera la réponse. Et en fait, dans cette étude, ils ont étudié le risque de réaliser une conisation chez les femmes qui ont eu la vaccination en rattrapage, donc après l'âge de 14 ans. Et finalement, ils ont montré qu'il y avait quand même une réduction du risque de conisation d'à peu près 41% dans cette population-là. Donc c'est plutôt encourageant si jamais un jour voilà, on est face à une patiente qui malheureusement n'a pas eu la vaccination au moment où c'est recommandé, donc entre 11 et 14 ans, on peut totalement lui proposer en rattrapage et ça permet une réduction de risque de conisation. Donc, en conclusion, le papillomavirus, on sait que c'est un virus très contagieux qui est donc très facilement transmissible avec une protection qui est modérée des préservatifs. C'est une infection qui est fréquente puisque tu as dit qu'il y a plus de 80% des femmes qui vont être en contact avec ce papillomavirus à un moment dans leur vie. Et c'est un cancer qui est lié dans l'immense majorité des cas, pas tout à fait 100%, mais pas loin, à un cancer du col qui est lié donc, au papillomavirus. Il existe un dépistage donc, qui est organisé chez toutes les femmes de 25 à 65 ans, avec maintenant un dépistage vraiment organisé où elles reçoivent un papier de la Sécu, etc., ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ça existe depuis 4-5 ans. Donc, il existe un rôle majeur de la vaccination dans la prévention des cancers du col utérin. Pour ce qui est de la prévention secondaire, je pense, si je ne dis pas de bêtises, il y a une étude qui est en cours sur l'intérêt de la vaccination après conisation, avec des résultats, une étude sur laquelle on avait pas mal d'espoir. Finalement, les résultats préliminaires, c'est une étude qui n'est pas encore publiée, mais serait a priori décourageant. Donc, a priori, il n'y aura pas d'intérêt à vacciner après conisation. En tout cas, on peut espérer qu'avec une vaccination plus large, comme dans les pays nordiques, comme en Australie, etc., on pourrait franchement diminuer l'incidence du cancer du col de l'utérus. Oui. Ce soir, on va changer à la règle. On va poser les questions au fur et à mesure de la soirée, puisque certains de nos intervenants ne pourront pas rester jusqu'au bout. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur cette intervention ? Question sur la vaccination. Clairement, on a une baisse importante de l'efficacité de la vaccination
Ouais, là, on a démontré que maintenant, jusqu'à 26 ans, a priori, hommes et femmes ont gardé un bénéfice avec la vaccination. On garde un bénéfice, mais il est moindre que si. Ouais. Et en gros, on perd. Alors là, j'aurais pas de chiffres. Pardon. Ouais, je sais pas si tu en as, toi. Si on vaccinait à 30 ans, par exemple. Non, c'est-à-dire que là, les études qui ont montré qu'on pouvait vacciner jusqu'à 26 ans. On a un pourcentage de perte de protection. On estime qu'il est de combien à peu près par rapport à la population plus jeune? Non, honnêtement, je ne saurais pas dire. Mais ça reste quand même néanmoins intéressant et suffisant pour que ce soit recommandé maintenant. Oui. Et on attend le remboursement. On attend le remboursement. Ok. Vous évoquez aussi les autres localisations qui peuvent être causées par ce virus-là. Les études que vous présentez, ça montre essentiellement l'efficacité du vaccin sur l'incidence des cancers du col. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont montré des effets sur l'incidence des cancers ORL ou autres? Pareil, probablement, mais honnêtement, nous, on s'est concentré vraiment sur les études qui touchaient le cancer du col. Ok. Sur les cancers ORL et autres, il y a aussi un bénéfice de la vaccination HPV. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Merci. Merci beaucoup. Place maintenant au professeur Florian Guizier sur le dépistage du cancer du poumon. Merci. Bien, donc moi je vais vous parler du cancer du poumon et des perspectives de dépistage, puisqu'il y a des actualités sur ce domaine dans le monde, mais en France désormais aussi. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc d'abord en introduction, juste quelques données très, très macro sur le cancer du poumon. Donc ça, je pense que beaucoup de gens le savent. C'est un cancer qui est fréquent, avec en France entre 45 et 50 000 nouveaux cas par an. C'est donc le deuxième cancer chez l'homme, le troisième chez la femme en termes de nombre. Et c'est aussi un cancer qui est grave et responsable de environ 33 000 décès par an en France. C'est donc la première cause de décès par cancer chez l'homme et la seconde chez la femme. Et dans beaucoup de pays industrialisés comme le nôtre, ça devient même la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Vous voyez que la répartition de la fréquence du cancer du poumon est très hétérogène en fonction des régions, c'est également le cas en fonction des pays, et que donc nous faisons partie des départements les plus touchés et des régions les plus touchées d'une manière générale par le cancer du poumon, notamment du fait des habitudes tabagiques des Normands, mais aussi pour d'autres raisons, et notamment l'exposition à l'amiante qui est assez fréquente dans notre région. Sur les graphiques de droite, vous voyez qu'en rouge, l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer du poumon par an est relativement stable chez les hommes depuis une trentaine d'années, tandis qu'il augmente très vite chez les femmes. C'est plus 5% chaque année, donc c'est vraiment très rapide. En bleu, c'est le nombre de décès par cancer du poumon. Donc là, ça diminue un peu chez les hommes, lentement, mais un petit peu. Et par contre, ça continue d'augmenter chez les femmes, mais moins vite que la fréquence. Donc ça, c'est le reflet, d'une part, de l'amélioration des traitements quand même, mais aussi du fait qu'on diagnostique un peu mieux ces cancers grâce aux nouvelles méthodes diagnostiques, notamment l'arrivée des scanners, parce que là, on est sur des périodes d'une trentaine d'années. Donc, vous le savez, le tabac, c'est une des causes du cancer du poumon. C'est loin d'être la seule. Il y a beaucoup d'autres causes. C'est quand même la plus fréquente. On estime qu'il y a à peu près 80% des patients atteints de cancer du poumon qui ont été exposés au tabac, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Et environ la moitié d'entre eux sont encore fumeurs au moment du diagnostic et 30% sont déjà sevrés. Parmi les autres causes, donc vous voyez là l'amiante, il y a également le radon, qui est un gaz qui est présent dans l'atmosphère, la pollution, dont on a montré de plus en plus qu'elle est responsable d'un certain nombre de cancers du poumon, et puis d'autres expositions beaucoup plus rares. Donc la première méthode de prévention, la plus efficace, c'est évidemment de diminuer ces expositions. Alors, il y en a sur lesquelles on peut maîtriser certaines choses, d'autres beaucoup moins, et puis d'autres pour lesquelles on a mis beaucoup de temps à réagir, comme l'amiante et le tabac. Un petit message au passage, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Là, c'est un graphique qui vous montre la diminution du risque d'avoir un cancer du poumon
d'avoir eu, en tout cas à l'âge de 75 ans, en fonction de l'âge auquel on arrête de fumer. Donc vous voyez que ça descend très vite et que donc il faut arrêter quel que soit l'âge. Pourquoi est-ce qu'on veut dépister le cancer du poumon ? Donc d'abord, je l'ai déjà dit, c'est un cancer qui est grave, qui est responsable de beaucoup de décès. Et surtout, le constat, ça c'est les chiffres français, c'est qu'on en fait le diagnostic à un stade beaucoup trop tardif. Dans 2 tiers des cas environ, on fait un diagnostic au stade métastatique, c'est-à-dire à un stade où le cancer est présent non seulement dans les poumons, mais aussi dans d'autres organes. Et ça grève beaucoup le pronostic parce que ça ne nous permet pas d'utiliser les traitements les plus efficaces, que sont en particulier la chirurgie, la radiothérapie. Et même s'il y a beaucoup de progrès depuis une quinzaine d'années dans les traitements médicaux du cancer du poumon, eh bien on reste quand même avec des pronostics qui sont très médiocres. Vous voyez qu'au stade métastatique en 2010 en France, la survie à 5 ans, donc c'est-à-dire la proportion de patients qui étaient encore vivants 5 ans après le diagnostic était de seulement 3% quand le diagnostic était fait au stade métastatique versus 60% si le stade était localisé. Donc il y a une vraie différence entre ces deux prises en charge et il y a un vrai problème de diagnostic tardif. Ça c'était pour montrer simplement que voilà, les stades les plus précoces de cancer se traitent relativement bien, avec des espérances de vie qui sont prolongées versus les stades les plus avancés. Donc l'enjeu, c'est de renverser finalement cet histogramme et de faire en sorte que la grande majorité des cancers soient diagnostiqués à un stade localisé, là où on a des traitements curatifs. Et ça marche, ça c'est les résultats des principaux, enfin c'est une synthèse de résultats de beaucoup d'essais cliniques qui se sont intéressés au dépistage du cancer. Globalement, on retrouve toujours ces chiffres à peu près. 70% des diagnostics sont faits à un stade précoce, stade 1, stade 2, versus seulement, entre guillemets, 12% au stade 4. Donc là, vraiment, on a un impact extrêmement positif du dépistage sur le stade au moment du diagnostic. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été menées pour savoir ça. Il y a quelques années déjà, un bon moment maintenant, on a fait des radios des poumons aux fumeurs ou aux personnes exposées à l'amiante. Globalement, ça ne marche pas parce qu'en fait, au moment où on voit quelque chose sur la radio, c'est souvent que la maladie est déjà assez avancée et donc on n'a pas cet effet d'inversion de la répartition des stades au diagnostic. Donc, les 3 plus grosses études qui ont été menées, vous voyez que je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment des études, mais vous voyez que c'est des études sur 50 000, 15 000, 4 000 sujets, donc c'est vraiment des très grosses études qui ont été menées dans différents pays. La plus grosse d'entre elles, NLST, c'était aux États-Unis. Les critères pour savoir qui on allait dépister, vous voyez qu'il y a des légères différences, mais globalement, on est tous à peu près sur le même principe, c'est-à-dire des personnes entre 50, voire 45 ans et 75, voire 80 ans, des fumeurs ou des anciens fumeurs, avec des bornes légèrement variables et un peu arbitraires, il faut bien le dire, mais qui se retrouvent à peu près similaires. Les modalités, c'est-à-dire le rythme des examens est légèrement différent aussi d'une étude à l'autre, mais on retrouve toujours à peu près le même principe. Et la modalité qu'on garde, c'est le scanner. La radio, je vous ai dit, ça ne marche pas. Donc on fait des scanners des poumons, avec des très faibles doses d'irradiation. Donc il y a très peu de risques induits par ces scanners, même si on ne peut pas être à zéro non plus. Et le résultat est là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que la mortalité des sujets qui ont participé à l'étude, qui ne sont pas forcément allés au bout du dépistage d'ailleurs, mais globalement, la mortalité dans ces études a été réduite entre 20 et 40% dans une population ciblée, mais avec un effet très important. Dans l'étude américaine, on a même un effet sur la mortalité, toutes causes confondues, avec une réduction de la mortalité de presque 7%. Quand on le fait en pratique, comment est-ce qu'on fait ? Finalement, on applique globalement les critères de ces essais. C'est ce qui est fait notamment en Angleterre, au Royaume-Uni, depuis assez longtemps maintenant. Ils ont des programmes régionaux, nationaux de dépistage. Il y a beaucoup d'autres pays qui s'y sont mis aussi. Et le résultat, globalement, est celui-ci. C'est-à-dire, lorsqu'on dépiste 100 sujets, on fait un diagnostic de cancer chez 2, voire plutôt 3, en fait, de ces 100 personnes. Parmi les 97 personnes restantes, il y en a 2 à qui on va faire des examens qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas fait le scanner. Ça, c'est vrai, c'est un des problèmes qu'on a et qu'on cherche à diminuer, mais c'est le principal écueil.
Et puis, il y a une quatorzaine de patients, enfin de sujets, pardon, à qui on va refaire un scanner de façon un peu plus précoce que ce qu'on aurait fait dans le dépistage standard. Bon, c'est un examen de plus, un examen qui n'est pas invasif, mais dont il se serait évidemment bien passé. Le résultat, je vous l'ai dit, c'est une réduction de la mortalité de presque un quart, de la mortalité par cancer. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce que la France va enfin avancer. Alors oui, un petit mot d'abord sur parce qu'on me pose souvent la question, ça doit coûter cher le dépistage. Oui, ça coûte cher. En France, quand on étudie un peu la population de personnes qui seraient éligibles au dépistage, c'est un peu plus de 2 millions de personnes. Donc si 100% de ces gens font le dépistage, ça coûte à peu près 300 millions par an. Et ça, c'est tout compris. C'est-à-dire c'est les scanners, c'est les scanners de vérification, les examens si on a à faire, les opérations si on a à faire, etc. C'est vraiment tout le package pour traiter des gens et pour réduire la mortalité d'un quart. Donc 300 millions, c'est pas non plus inatteignable, et notamment il y a un financeur tout trouvé quand même, qui est le paquet de tabac. Et vous voyez qu'il ne faut pas l'augmenter de beaucoup, 1%, ça suffit. Donc vu qu'il a le prix à peu près doublé ces dernières années, je pense qu'on peut se permettre de prendre un petit peu de cet argent pour financer le dépistage. Alors les perspectives, on est un peu dans le temps long en France. L'étude principale dont je vous ai parlé, l'étude américaine, elle a été publiée en 2011. Donc ça fait bientôt 15 ans qu'on connaît ce résultat et que pour l'instant, il n'y a pas de programme de dépistage organisé en France. Les autorités de santé ont été assez frileuses au début, jusqu'en 2016-2022. Elles étaient contre l'implémentation de ces programmes de dépistage, disant que la preuve n'était pas suffisamment solide, bien qu'elle suffisait à beaucoup d'autres pays. Et finalement, enfin, l'année dernière, c'est l'INCa, c'est l'Institut national du cancer, qui a mis en place un appel d'offres sous la forme d'un projet de recherche pour mettre en place une première expérimentation du dépistage du cancer du poumon en France. Et le projet qui a été retenu, c'est le projet qui s'appelle Impulsion et qui va débuter normalement en septembre 2025. C'est un peu problématique parce que c'est un projet de recherche et donc il va concerner qu'un petit nombre de sujets et qu'aussi il y a beaucoup de sujets qui ne vont pas souhaiter participer puisque c'est une démarche un petit peu particulière. Encore, c'est une étape de plus que le dépistage, quoi. Déjà, convaincre les gens de se dépister, c'est pas toujours facile, mais alors participer à un projet de recherche en plus, ça va être plus difficile. Bref, on devrait avoir les résultats normalement en 2029 et les projections, c'est d'avoir un vrai programme national de dépistage seulement en 2030-2031. Donc on est encore loin d'avoir gagné, mais on avance. Pendant ce temps-là, ça c'est un peu... pas très politiquement correct, mais voilà, pendant ce temps-là, il y a quand même beaucoup de pays qui se sont dotés de programmes nationaux ou régionaux, y compris des pays qui ne sont pas spécialement riches, la Chine, la Croatie, voilà. Donc il faut savoir qu'on a beaucoup de retard sur ce point-là. Je vous dis juste un petit mot du programme Impulsion. Donc c'est un programme national dans lequel tous les centres ne peuvent pas participer. Il y a une sélection de centres, à la fois centres radiologiques, centres de médecine générale. Il y a une moindre sélection pour les centres de recours parce qu'on va avoir beaucoup moins de personnes à voir, mais il y a quand même une sélection. Et donc l'étude va être proposée par de la communication à la population générale, aux personnes qui remplissent les critères d'éligibilité, qui sont à peu près les mêmes que ceux des 3 études que je vous ai montrées. Et l'objectif, donc, en faisant un premier scanner, puis un second une année après, et un troisième 2 ans après le deuxième, eh bien, c'est de montrer qu'on est capable aussi en France de réduire la mortalité par cancer du poumon d'environ 20%. Donc les critères, je les ai remis là en un peu plus gros, c'est donc des sujets entre 50 et 74 ans qui fument avec plus de 20 paquets années ou qui ont fumé depuis et arrêté depuis moins de 15 ans, et chez des sujets qu'on pense être éligibles à une opération, c'est-à-dire que le principe c'est qu'on n'envoie pas se faire dépister quelqu'un qui a déjà un état de santé tellement dégradé qu'on ne va pas l'opérer d'un cancer si on le trouvait. D'accord. C'est pas si fréquent en réalité parce que la chirurgie d'un petit entre guillemets cancer du poumon, c'est une chirurgie qui est peu invasive. Et puis il y a d'autres modalités thérapeutiques. Les modalités du programme, c'est d'abord une aide au sevrage pour les sujets qui seraient encore fumeurs. Donc c'est proposé systématiquement avec plusieurs modalités.
Ce ne sera pas toujours accepté, mais c'est proposé. Et puis donc le fameux scanner qui est fait avec une faible dose. Il n'y a pas d'injection, donc pas de risque non plus de ce point de vue-là. Et l'interprétation est faite évidemment par des radiologues formés et également avec l'assistance d'une intelligence artificielle. Ça, je vais passer. Et donc au CHU de Rouen, on s'est positionné évidemment pour participer à ce programme. On est centre de référence pour la région. Et normalement, nous devrions démarrer en janvier 2026. Donc c'est encore un petit peu loin. Puis surtout, ça va démarrer pour une population relativement limitée. L'objectif d'inclusion pour toute la Normandie, pas juste le CHU de Rouen, c'est environ 1000 sujets. Donc c'est finalement très peu. Et c'est-à-dire qu'au 1000e ou au 1001e, on arrêtera. Le programme de recherche sera terminé. Donc on ne trouve pas ça très logique. Et donc on va quand même débuter un programme de dépistage en dehors du programme de recherche pour pouvoir finalement tout simplement continuer à proposer cette démarche, puisqu'il n'est pas tellement éthique de ne pas le faire et de ne le proposer qu'à des personnes sélectionnées et à un nombre de personnes qui s'arrêteraient brutalement. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Dans les 3 études, là, il y en a une quand même, on a, semble-t-il, un bénéfice plus important en termes de diminution de la mortalité. Oui. On l'explique. Alors, les critères de sélection étaient un petit peu différents, les modalités des scanners aussi, et le suivi était finalement, les scanners se poursuivaient pendant un peu plus longtemps. Donc l'effet, il a peut-être été calculé sur une plus grande durée aussi. Et l'autre chose, c'est que c'est un effectif un peu plus petit, donc peut-être le chiffre est moins précis finalement pour cette raison-là. D'accord. Et dans ces études-là, est-ce qu'on observe une diminution ou un arrêt finalement d'exposition au tabac, compte tenu d'une certaine motivation quand même des patients, je pense, pour rentrer dans des essais? Ouais. Tout à fait là. Alors, il y a une première chose, c'est que pour ce genre de dépistage, beaucoup de gens se disent oui, mais une fois qu'ils auront fait leur scanner, ils vont continuer à fumer parce qu'on les aura rassurés. Ça a été bien montré que ça n'est pas le cas et qu'en fait, participer au programme de dépistage, alors certes dans un programme de recherche, mais participer à un programme de dépistage, au contraire, a plutôt tendance à motiver les gens à arrêter de fumer. Donc il y a plus d'arrêts de tabac que dans la population générale et même que dans la population à qui on fait le simple conseil minimal d'arrêt du tabac. Donc ça fonctionne bien. Excusez-moi, j'ai une petite question. En tant que médecin généraliste, si on veut inclure des patients dans le programme, est-ce qu'on peut vous les envoyer ou comment ? Alors en fait, oui, il y a tout un circuit qui va être un petit peu complexe, mais il y a un certain nombre de médecins généralistes. On a essayé de mailler un peu le territoire. Il y a un certain nombre de médecins généralistes qui seront investigateurs, donc qui pourront inclure les patients dans le programme. Donc on peut les adresser déjà à ces médecins. Et il y a aussi évidemment des centres secondaires, tertiaires de recours, donc les radiologues, la plupart des pneumologues, enfin des centres où il y a plusieurs pneumologues en tout cas, et toutes les institutions où il y a de la chirurgie thoracique notamment. Donc voilà, en fonction des régions c'est variable, donc je ne veux pas non plus, mais en tout cas pour la Haute-Normandie, enfin l'ancienne Haute-Normandie, tous les hôpitaux publics participent au programme pour l'équipe de pneumologie, de chirurgie quand il y en a une, et de radiologie. Et donc le maillage par les médecins généralistes, il est encore en cours de définition, mais ça avance pas mal. Ouais. Donc on peut faire une lettre et vous l'envoyer. Alors il y a cette possibilité-là. Il y aura une plateforme téléphonique nationale qui permettra de rediriger les personnes vers l'investigateur le plus proche, et donc qui sera accessible aux professionnels, mais aussi à la population générale. Il y aura un numéro type 36 quelque chose, quoi, avec 4 chiffres. Alors, tout le monde dit 3333, mais je ne sais pas si c'est le vrai numéro qui aura été retenu. Mais voilà. Et donc les gens peuvent appeler. Ils auront un petit questionnaire rapide pour savoir s'ils rentrent dans les critères d'éligibilité, et ils auront un rendez-vous après. Moi, j'ai 2 petites questions aussi. Vous avez évoqué l'aspect économique du dépistage. Est-ce qu'il y a des travaux, notamment à l'étranger, qui sont intéressés à l'aspect médico-économique global, en prenant en compte les économies qu'on pourrait faire avec des cancers pris en charge plus tôt ? Oui. Alors, évidemment, c'est très dépendant des contextes de chaque pays, mais globalement, dans la plupart des pays européens où ça a été fait, c'est très coût efficace, parce qu'en fait, effectivement, on diagnostique des cancers tôt à une population qui
pour la majorité est encore en âge de travailler. Donc oui, c'est très efficace. Ouais. Et l'autre petite question, c'est surtout dans les pays où le programme est déjà bien en place, est-ce que ça a été évoqué ou appliqué le fait d'élargir les indications et dépistages à certains groupes de population particulièrement exposés au tabagisme, comme les patients précaires, etc. quoi. Alors, pour ce qui est effectivement d'aller vers des sujets qui seraient plus exposés du fait de caractéristiques socio-économiques, ça, il y a pas mal de projets, alors souvent locaux, donc pour aller effectivement vers les sujets incarcérés, les sujets avec des pathologies psychiatriques ou avec effectivement des problèmes sociaux. Ça, c'est souvent des programmes locaux, ça fonctionne bien, mais à condition de faire l'effort d'aller vers ces populations-là. Et après, l'autre chose, c'est d'élargir les critères plus globalement. Donc régulièrement, quand même, on élargit un petit peu les critères parce que dès qu'on s'intéresse à la marge d'après, on se rend compte que ça marche aussi. Donc notamment, on peut aller jusqu'à 80 ans pour ce qui est de l'âge limite supérieur. Très bien, merci. D'autres questions ? Pour les personnes qui sont exposées professionnellement, notamment. Reposez votre question. Est-ce qu'il existe des programmes spécifiques pour les patients, enfin pour des sujets qui seraient exposés professionnellement, notamment je pense aux couvreurs, enfin aux artisans, ouvriers? Effectivement, c'est un contexte légèrement différent, mais il y a aussi des programmes pour les personnes exposées à l'amiante. Ce qui est un tout petit peu difficile, c'est de les identifier. Donc il y a des professionnels pour lesquels c'est très clair, la médecine du travail les a identifiés, et donc ils rentrent d'emblée, et ça fait assez longtemps maintenant, dans un programme de surveillance, donc qui est différent de celui-là. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été exposés sans le savoir, et donc ceux-là, on ne les identifie pas, parce qu'on n'a pas de moyen de les identifier. Merci. Une autre petite question concernant le taux de participation dans les pays européens qui ont déjà mis ça en place. Est-ce que les tabagiques actifs sont des patients qui se prêtent au jeu du dépistage ? Alors, ça dépend énormément des pays. On a vu avec la vaccination, c'est un peu près le même principe. Globalement, les latins sont souvent moins bons que les anglo-saxons, à part l'Espagne pour la vaccination, visiblement. Et ça dépend des moyens qu'on met derrière. Aussi, dans l'allée vers, justement, il y a, par exemple, au Royaume-Uni, ils ont beaucoup de programmes régionaux qui vont sur les parkings des supermarchés avec un scanner, faire le scanner sur place, quoi. Et ça marche pas mal. Par contre, ça prend pas mal de ressources aussi, à la fois financières, mais aussi médicales, paramédicales, parce qu'il faut un médecin dans le camion, il faut un manipulateur radio dans le camion, etc. quoi. Donc c'est pas simple. D'autres questions ? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas pu se contenter des données des 3 études et qu'on est obligé de passer par une étude? Parce qu'on a des éléments, on est entre nous, là, on peut couper les micros, enregistrer. Très honnêtement, ça a été une incompréhension totale de toute la communauté pneumologique, radiologique, même les cardiologues finalement, parce qu'on a un peu les mêmes patients. Enfin, tout le monde, devant le premier avis de l'HAS de 2016, on a tous été catastrophés. Et il y a eu des tas de lettres faites aussi par les associations de patients. Et on n'a jamais compris cette décision. Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas. Et le fait de devoir passer par un programme de recherche, effectivement, ça va juste nous faire perdre encore plus de temps. Mais c'est la seule solution, finalement, qui était acceptable pour ne pas se dédire et puis pour avancer quand même, quoi. Ça pose quelques questions. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci. Place maintenant au docteur Granchet sur le dépistage du cancer colorectal. Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir permis de venir parler de ce sujet important. Alors, donc, on va essayer de répondre à quelques questions rapides sur le dépistage du cancer colorectal. Donc, comme pour le cancer du poumon, le cancer du côlon, c'est un problème de santé publique majeur. Je ne vous apprends rien, hein. On a à peu près 47 000 Français et Françaises qui sont concernés par cette maladie tous les ans. Et c'est responsable de plus de 17 000 décès. La mortalité a légèrement diminué, mais ça reste quand même un cancer qui tue. Donc, un vrai problème de santé publique majeur.
La séquence de développement de la maladie, souvent, c'est la voie adénomateuse, avec tout d'abord un petit polype qui commence à pousser, qui fait quelques millimètres, et puis certains de ces polypes ont tendance à grossir et donnent des polypes un peu plus gros. On parle d'adénome avancé. Et pour terminer, on a parfois un cancer colorectal qui se développe. Et donc toute cette séquence, ça met à peu près 10-15 ans à se mettre en place avant d'arriver au stade de cancer, d'abord localisé, puis ensuite invasif et métastatique. Et donc on a le temps de pouvoir intervenir et dépister la lésion au stade précancéreux ou cancéreux débutant. Donc c'est quelque chose qui nous permet, quand on le met en évidence, de faire un traitement curatif, peu agressif, ou en tout cas moins agressif qu'une chimiothérapie, et donc moins coûteux pour la société. Alors, partant de ce constat, il y a eu des études, alors tout d'abord anglo-saxonnes dans les années 90 et puis françaises avec les Bourguignons qui ont été un peu précurseurs sur cette question, avec la mise en place d'un dépistage avec un test fécal, et on a prouvé que ça réduisait la mortalité spécifique par cancer du côlon d'environ un peu plus de 15% dans la population française. Donc, quelle technique on peut utiliser? Alors là, c'est une vaste question. Tout le monde n'est pas d'accord dans le monde. On a plusieurs possibilités. Il y a certains pays qui vont utiliser d'emblée la coloscopie, proposer une coloscopie totale à tout le monde sous anesthésie. Ça représente quand même un examen invasif et coûteux. On a des coloscopies courtes, les flexibles sigmoïdoscopies que les Anglais utilisent. On va explorer que la moitié du côlon, donc on peut passer à côté de certaines tumeurs, mais c'est plus réalisable. On a des études qui ont prouvé que la vidéocapsule colique, vous envoyez, on fait avaler au patient une petite capsule qui prend des photos de tout l'intestin grêle et le côlon pour pouvoir voir si on a des anomalies. Et puis on a le coloscanner, qui est un scanner un peu spécifique qui nous permet de voir si on a des lésions qui ressortent. Alors voilà, ça c'est un petit peu plus dans des protocoles d'études. Et les autres pistes, c'est les techniques non invasives, en fait moins invasives, avec donc les tests fécaux, avec l'hémoculte que certains d'entre vous ont connu, et puis le FIT, le test immunochimique qui a remplacé l'hémoculte en 2015 et qui est plus facilement réalisable et surtout avec de meilleures capacités de performance de dépistage. Et on a des tests qui arrivent, notamment aux États-Unis, avec des tests fécaux un peu améliorés avec mesure de l'ADN fécal associé à l'hémoglobine, avec le test Cologuard, et qui présentent des capacités intéressantes. Et puis le dépistage par prise de sang, avec notamment plusieurs tests qui arrivent aux États-Unis, avec 2 papiers en 2024 et 2025 que j'ai pas fait apparaître d'ailleurs, qui testent un petit peu des panels de méthylation et qui pourraient être une alternative intéressante. Alors, en pratique, tout est une question un petit peu de performance. Si on compare un petit peu, on voit que l'OC Sensor, le FIT actuel, eh bien, on est à peu près à 75% de sensibilité pour 96% de spécificité. Et quand on regarde ça, on voit que finalement, peu d'autres tests, alors à part bien évidemment la coloscopie, mais bon, qui est le gold standard face à laquelle on compare, ont des performances similaires, sauf les derniers tests américains qui commencent à challenger le FIT. Mais la grande question, c'est le coût. Encore une fois, le dépistage, c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de personnes. Il faut que ce soit coût-efficace. Donc, ça va être très difficile d'aller challenger le FIT qui actuellement vaut moins de 10 € avec des tests développés par les Américains qui valent plus de 500 $. Alors, le prix du dernier, là, on est à 895 $. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas proposer à 20 millions de Français. Clairement, pour le moment, c'est pas faisable. Ensuite, il y a les questions aussi des complications, parce qu'une coloscopie, effectivement, c'est peut-être la meilleure des procédures, mais c'est exposer le patient au risque anesthésique et puis forcément au risque de perforation, d'hémorragie, et c'est pas anodin non plus. Donc, pour le moment, le programme de dépistage avec un test fécal en première ligne et la coloscopie en deuxième ligne chez les patients qui ont un test positif, c'est la méthode la plus efficace et probablement la plus coût-efficace sur le plan économique. Bien évidemment, il faudra suivre les évolutions avec le test sanguin qui risque peut-être de se développer dans les années qui viennent. Donc, qui dépister? Alors ça, les médecins généralistes présents dans la salle le savent mieux que moi, puisque là, c'est recommandations de l'HAS qui datent de 2017 et qui sont un petit peu peut-être discutables et qui pourront peut-être être mis en question dans les années qui viennent, ont quand même le mérite d'être présentes et d'être claires, c'est-à-dire qu'on a les patients à risque moyen, 50-74 ans, qui n'ont pas d'antécédents particuliers ou d'antécédents familiaux, et puis après, on a les patients à risque élevé qui ont un antécédent de cancer dans la famille, un antécédent personnel de polype ou une maladie inflammatoire du côlon, et puis les patients à risque très élevé avec des formes génétiques de cancer colorectal, les syndromes de Lynch, les polyposes adénomateuses et toutes ces choses-là.
Donc forcément, on ne va pas gérer pareil ces profils de patients. Avec chez le patient à risque moyen, eh bien, le dépistage organisé qui est maintenant repris par la sécurité sociale. Chaque patient à l'âge de 50 ans reçoit pour son anniversaire dans sa boîte aux lettres un petit courrier qui l'invite à aller voir son médecin généraliste pour discuter du dépistage. Donc ça, c'est quelque chose qui va concerner 80% de la population. Et pour les risques élevés à très élevés, j'en parlerai pas, mais là, c'est de la consultation de gastro-entérologie avec un suivi individualisé et un rite de coloscopie qu'il va falloir discuter avec le gastro-entérologue en fonction des antécédents. Alors, pour le dépistage organisé, on utilise donc le FIT. Alors, le médecin généraliste, après avoir bien vérifié que le patient soit éligible au test soit à risque moyen, va remettre le kit. Alors, il faut savoir que maintenant, on a aussi d'autres possibilités pour récupérer le kit. On a la possibilité de le récupérer en pharmacie ou directement par Internet. Et ça, c'est une vraie chance, puisque surtout dans les déserts médicaux, parfois, le généraliste n'est pas forcément disponible tout de suite pour la consultation. Donc, le patient récupère ce test, le fait à domicile. Ça se fait facilement avec un petit prélèvement de sel. Il y a des vidéos explicatives sur YouTube. Je vous invite à ne pas hésiter à partager ça aux patients pour répondre à toutes leurs questions. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et peut consulter ces vidéos. Ça peut un petit peu désacraliser ce test qui est parfois un peu rebutant. Et le résultat est envoyé par voie postale au laboratoire qui renvoie un courrier de résultat au patient et à son médecin généraliste. C'est négatif, il faut le refaire 2 ans après. C'est positif, consultation avec le médecin généraliste, ou alors le médecin généraliste vous fait tout de suite un courrier qui vous envoie pour vous adresser voir un gastro-entérologue pour faire une coloscopie. Alors, la coloscopie, il va falloir un petit peu aussi expliquer ça aux patients, et ça peut être aussi quelque chose qui empêche de faire le test. Parfois, ce n'est pas la limite. Le patient, il n'est pas gêné par le fait de manipuler ses selles, mais il a peur de l'examen qui suit si le test est positif. Donc, il ne faut pas hésiter d'emblée à désacraliser un petit peu cet examen-là, expliquer comment ça se passe aussi avec des explications vidéo, parce que parfois, c'est un examen tabou et qui peut faire peur aux patients. Il y a aussi c'est un examen sous anesthésie générale, au bloc opératoire, c'est impressionnant, donc il ne faut pas hésiter à désacraliser d'emblée, parce que c'est parfois un obstacle à la réalisation du test qu'il ne faut pas méconnaître. Donc la consultation avec le gastro-entérologue pour un FIT+, il ne faut pas hésiter à adresser les patients directement. Nous, en tant que gastro-entérologue, on essaie de mettre en place des circuits dédiés pour pas que ce soit un facteur limitant supplémentaire, et en fonction du résultat, on essaie de programmer l'examen assez vite. Alors la recommandation, c'est 28 jours. Probablement là on pourrait en débattre, que c'est peut-être un excès de zèle. Ce qu'il faut, c'est le faire, c'est clair et net, et d'attendre 3 à 6 mois. On a des données sur la France qui nous disent que c'est peut-être pas la cata. Ce qu'il faut, c'est faire l'examen et pas mettre la poussière sous le tapis. C'est clairement pas la bonne stratégie. Ensuite, en fonction du résultat, eh bien là on a des recommandations. Généralement, le gastro-entérologue va va donner les recommandations aux patients et envoyer un courrier au médecin généraliste, ou au moins le compte-rendu de coloscopie, en disant qu'en fonction des constatations, est-ce qu'il y a un examen à refaire, et il faut savoir qu'on a plutôt allégé les consignes de surveillance pour essayer d'économiser un petit peu ces examens invasifs. Si on trouve un petit polype, il n'y a pas forcément besoin de refaire une coloscopie à 5 ans jusqu'au décès du patient, donc 6 examens si on lui trouve un polype à 50 ans. Non, aujourd'hui on a tendance à remettre les patients dans le dépistage si on a un petit polype qui n'est pas à risque. Donc avoir un polype infracentimétrique sans risque particulier, on peut reprendre le FIT à 5 ans. Donc ça, c'est un petit peu la dernière modification pour essayer de lever un peu la pression sur les demandes de coloscopie, et surtout parce que c'était un excès de zèle et ça exposait le patient à un examen invasif qui n'était pas forcément justifié. Donc, alors là, c'est plutôt une diapositive pour les gastro-entérologues, c'est un petit peu notre boulot, c'est-à-dire qu'une coloscopie de dépistage, elle doit être bien faite, on doit se donner les moyens de la faire correctement, il faut bien explorer le côlon, il ne faut pas qu'on passe à côté d'un polype, il faut que la coloscopie soit bien préparée, donc le patient, il faut qu'il ait bien pris sa préparation, et puis il faut qu'on ait le temps. C'est sûr un examen pour traquer le moindre polype dans le côlon qui fait plus d'1 mètre, avec plein d'ostrations coliques, il faut au moins une demi-heure d'examen. Ça, c'est clair et net que c'est un critère nécessaire. Donc une coloscopie qui a été faite en 10 minutes avec 2 minutes à la descente, c'est clair et net qu'on peut louper des polypes. Ensuite, il y a la question des techniques de résection. On pourrait en parler là aussi pendant assez longtemps, mais il y a différentes techniques. Il faut savoir qu'on a tendance à retirer de plus en plus de lésions. Aujourd'hui, on a quasiment des techniques de vrais mini-chirurgiens pour retirer et éplucher des polypes qui font parfois plusieurs centimètres. Voilà. Et ensuite, la question du délai. Retenez surtout un FIT positif, même si ça fait 6 mois, adressez-le au gastro-entérologue.
gastroentérologue, il faut faire la coloscopie, il ne faut jamais mettre la poussière sous le tapis, sinon on s'expose au risque de cancer quelques années plus tard. Alors ensuite, les limites, parce que c'est bien beau, ce test de dépistage, il est en place depuis 15 ans en France, et malheureusement, pour le moment, je ne sais pas si vous connaissez le taux de participation à l'heure actuelle. C'est pas fabuleux. On est à 34%. Alors en Seine-Maritime, je n'ai pas affiché le résultat, mais vous vous doutez que voilà, si on est en bleu très pâle, c'est qu'on n'est pas très bon. Donc on a fort à faire et donc c'est important d'organiser des topos là-dessus. Surtout que certains pays européens font beaucoup mieux que nous. Hein. Les Néerlandais, ils sont à 70%. Donc là encore une fois, les anglo-saxons sont bien meilleurs que les latins. Et l'objectif européen minimal, il est de 45%. Alors il y a eu des études médico-économiques qui ont été faites notamment par l'équipe de Robert Benamouzig, qui ont validé le fait qu'on avait quand même un intérêt à laisser en place cette politique de dépistage et qu'un tiers des Françaises qui participent, c'est déjà mieux que rien. Surtout que ce test, ce taux de participation est probablement un peu sous-estimé parce qu'il y a certains patients qui sont dépistés dans le cadre du dépistage individualisé par coloscopie régulière. Donc on est possiblement plutôt aux alentours de 38-39%. Ce qui reste malheureusement insuffisant. Et on a plusieurs autres limites au test actuel, c'est-à-dire que on a quand même le risque de faux négatifs avec des cancers d'intervalle du test. On a aussi des faux positifs avec le test de dépistage, puisque le test il est positif dans chez 5% des patients, et dans un cas sur deux, on ne va rien trouver. Donc si j'ai pas affiché de numératie comme Florian tout à l'heure, mais on aurait en fait chez un patient sur deux fait la coloscopie pour rien. Donc c'est quand même un examen qui n'est pas anodin, ça prend du temps, c'est coûteux, et donc peut-être qu'il faudrait développer un test qui soit plus capable de distinguer la population pour éviter ces examens faits pour rien. Il y a bien évidemment le souci de l'acceptabilité du test fécal avec tous les obstacles que vous pouvez imaginer. Je pense que les confrères généralistes dans la salle sont bien au courant de tout ça. Et puis le souci du retrait du kit, puisque aujourd'hui dans les déserts médicaux, parfois le patient il peut être motivé, mais s'il n'arrive pas à obtenir son kit parce qu'il y a une rupture de stock ou qu'il n'y a pas de médecin généraliste pour le distribuer, ça reste un vrai problème. Donc là, c'est aussi la question de l'envoi du test directement à domicile. Et enfin, l'accessibilité à la coloscopie, là c'est notre boulot, mais on a des patients, surtout dans l'Eure par exemple, où il y a moins d'une dizaine de gastroentérologues qui peuvent galérer pour faire leur coloscopie, qui doivent se déplacer en région parisienne pour pouvoir avoir leur examen. Donc quand on est âgé et qu'on n'est pas véhiculé, c'est la vraie galère. Donc, les perspectives pour essayer d'améliorer ça, c'est pour augmenter le taux de participation insuffisant. C'est pas que motiver les patients. Bien évidemment, il y a les campagnes Mars Bleu avec où il faut qu'on fasse aussi bien qu'Octobre Rose. On a encore du boulot en tant que gastro-entérologue. Mais il y a aussi les possibilités parfois dans certains départements et certains profils de patients d'envoyer directement le kit à domicile. Et on est en train de voir ça avec 2 études, et notamment l'étude Expedit portée par les Canets pour voir si envoyer le test augmente le taux de participation. Et voilà, ou alors est-ce qu'il finit à la poubelle et que c'est coûteux pour rien. On a aussi une meilleure évaluation du niveau de risque parce que le niveau de l'HAS c'est quand même assez on va dire basique, et peut-être qu'un patient obèse qui a fumé, qui mange beaucoup de viande rouge, il n'est pas tant à risque moyen que ça. Il faudrait peut-être plus insister, qu'il y ait des scores de risque pour essayer de lisser un petit peu ces 3 niveaux qui restent un peu basiques. On pourrait peut-être penser à améliorer les performances du test fécal en ajoutant des marqueurs sanguins pas très coûteux à doser, notamment chez les patients qui font des bilans de routine à 50 ans avec un bilan lipidique. Si on ajoutait un marqueur, ça pourrait peut-être augmenter le test. C'est des choses qui s'étudient. Et puis, d'autres tests de dépistage dans la population pourraient se réfléchir si on arrive à développer une alternative au test fécal, et notamment avec tous les tests sanguins qui arrivent. Donc là, je vous ai remis un petit peu des tableaux. Je passe rapidement sur l'évaluation du niveau de risque, mais on voit que ce n'est pas un escalier à 3 marches, c'est un continuum. Et donc, peut-être qu'on pourrait réfléchir à tout ça. Et je voudrais passer un petit message auprès des confrères généralistes. Je vous sensibilise aussi au taux d'hémoglobine fécale. Le FIT, ce n'est pas quelque chose de binaire, c'est quantitatif. Donc, vous allez avoir un résultat positif ou négatif, mais parfois, Cerba vous envoie le taux d'hémoglobine fécale. Et on se rend compte que quand il est juste faiblement positif au-dessus de 31, c'est pas le même niveau de risque que s'il est fortement positif au-dessus de 150 ou de 200. On a 10 fois plus de risque d'avoir un cancer en place quand il est à 200. Donc pourquoi on n'édicte pas des recommandations en disant là quand c'est à 200, il faut décrocher le téléphone et appeler son copain ou sa copine gastro-entérologue pour trouver un rendez-vous rapide, parce que ce patient-là, s'il fait pas sa coloscopie, il a beaucoup plus de risque d'avoir un cancer que celui qui a un test juste faiblement positif. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait communiquer. On a déjà l'information et pourtant on n'a pas de recommandation là-dessus, donc c'est une vraie question et un axe d'optimisation potentiel.
Donc voilà, le cancer du côlon, c'est une maladie grave, fréquente. Le dépistage, c'est un enjeu majeur pour réduire la mortalité. On sait que c'est efficace. Et en plus, on pourrait même réduire l'incidence du cancer en dépistant la lésion plus tôt au stade d'adénome, en la retirant d'ailleurs en endoscopie. Notre programme de dépistage, il est efficace, mais il peut clairement être optimisé. On a mis des millions pour se doter d'un test de dépistage, mais maintenant, c'est à nous de le rendre le plus efficace possible pour optimiser tout ça et rationaliser ses dépenses. C'est l'affaire des patients, mais aussi des professionnels de santé. Et là, tout le monde, c'est-à-dire du généraliste qui est le premier maillon de la chaîne et qui est en première ligne, au gastro-entérologue qui doit se débrouiller pour intercaler les FIT+, pour répondre aux demandes des généralistes, pour faire des coloscopies dans un délai raisonnable. Donc, c'est l'affaire de tous et c'est important d'en parler pour essayer de faire mieux qu'à l'heure actuelle. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'en ai une petite sur... vous avez rappelé l'importance des déserts médicaux, même chez les gastro-entérologues, notamment dans l'Eure. Est-ce que vous avez un peu une idée du délai qu'il faut attendre pour avoir une coloscopie Alors, on a eu les datas parce qu'on a fait une étude avec Santé publique France sur les données nationales. À l'heure actuelle, sur l'ensemble de la France, on est à peu près à un délai médian de 75 jours France entière. Et dans Seine-Maritime et dans l'Eure, on est à plus de 100 jours. Donc là, on est à plus de 3 mois pour avoir une coloscopie. Et là, forcément, c'est tout le monde. C'est-à-dire que là, dedans, on a les métropoles de Normandie. Donc c'est sûr qu'à Rouen, avec les 4 cliniques aux alentours, c'est facile pour un Rouennais d'avoir une coloscopie. Quand on est au fin fond de l'Eure, dans la vallée de l'Ouche ou quelque chose comme ça, c'est quasi mission impossible. Et ça, c'est une vraie problématique parce que les patients, ils font les tests, hein, on les a, mais derrière, ils ont des coloscopies un an et demi plus tard. Et là, ça pose vraiment question de l'égalité face à la santé, quoi. Donc, c'est bien beau de mettre en place des dépistages organisés, mais derrière, il faut se donner les moyens de pouvoir l'étendre à l'ensemble du territoire national et qu'il n'y ait pas d'inégalité criante comme c'est le cas à l'heure actuelle. Et du coup, une piste, ce serait peut-être d'avoir des recommandations de délai en fonction de la valeur de l'hémoglobine fécale, peut-être ? Peut-être, c'est ce qu'on essaie de creuser un petit peu. Alors après, bien évidemment, il ne faut pas qu'on passe aussi le message qui serait dangereux de se dire c'est bon, vous avez que 31, vous êtes tout juste positif, vous passez la barre, il n'y a aucun risque de cancer. Non, il ne faut pas que on déshabille Pierre pour habiller Paul en se disant ben non, vous, c'est pas grave, ça peut attendre 8 mois et finalement le patient se démotive et ne fait pas sa coloscopie. Ce serait dramatique. Donc c'est pour ça que c'est tout l'équilibre difficile d'émettre des recommandations, mais sans donner le signal que c'est pas grave quand on est tout juste positif. Donc c'est un petit peu là-dessus qu'on est en train de discuter avec Santé publique France pour voir si on peut essayer de faire passer un message qui ne desserve pas la participation globale au dépistage. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Si j'ai bien compris, le test FIT pour dépister en fait des adénomes, c'est pas terrible, c'est ça ? On est sur une sensibilité qui est, tout à fait. Pour les adénomes avancés, qui sont les plus gros adénomes qui font déjà un bon centimètre au minimum et qui ont des caractéristiques de dysplasie au moins de haut grade, là, on a 25% de sensibilité. Donc, le FIT n'est pas sur un piédestal et sera possiblement challengé, voire détrôné un jour par une autre technique. Surtout si jamais on a une prise de sang, on a des données dans la littérature où ça pourrait être plus accepté par la population générale. Donc, si on augmente le taux de participation de 10-15% avec la prise de sang, qui se heurterait à d'autres limites, hein. Il y a des gens qui font un malaise vagal quand on leur passe le prise de sang, donc c'est pas non plus la panacée. On pourrait augmenter en plus aussi cette capacité à détecter les lésions précancéreuses. Donc là, il y a plein d'axes d'optimisation potentiels. Mais encore une fois, il faut que ce soit avec un coût raisonnable, parce qu'aujourd'hui, possiblement que si on screen tout l'ADN du patient, on peut avoir des tests qui arrivent à challenger le FIT, mais on ne peut pas le faire pour 20 millions de patients. On n'a déjà pas les possibilités de faire des NGS à nos patients qui ont des cancers du côlon avancés. Alors on ne va pas commencer à mettre tous les patients du dépistage là-dedans. Très bien. D'autres questions ? Merci beaucoup. Merci. Olivier, je te laisse conclure. Oui, ça va, on est dans les temps là. Alors, quelques mots pour conclure. Voilà, déjà, je voulais remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur présentation. On voit qu'on a pas mal de travail encore à faire, hein. On voit qu'on a quand même aujourd'hui
finalement des tests de dépistage qui sont performants, d'autres qui ont besoin, semble-t-il, d'être encore un peu testés, mais bon, voilà, on est plutôt confiant. Et on voit que l'une des difficultés principales, finalement, c'est de pouvoir, en fait, que la population accède, pratique, en fait, ces tests de dépistage. Un élément important qui me semble aussi, c'est que dépistage, prévention, on est sur des choses qui sont vraiment, à mon sens, très liées. Hein, voilà, et je pense qu'on est obligé de parler de ces deux éléments-là. Alors j'ai repris certaines choses là, qui ont été dites par mes collègues. Alors voilà, vaccination, HPV, dépistage du cancer du col de l'utérus. Je pense qu'on peut quasiment parler d'éradication du possible de ce cancer en fait. Hein, voilà, on a des pays dans lesquels on voit, notamment je crois en Australie, une émission très importante en fait, de l'incidence du cancer du col. Hein. Voilà, donc une couverture vaccinale en France qui reste encore très insuffisante, plus importante chez les filles que chez les garçons nettement. La démarche qui a été de proposer la vaccination, et ça depuis 2023, dans les collèges auprès des élèves pour les deux sexes, bien sûr volontaire avec l'accord des deux parents, paraît être vraiment très intéressant. Et on voit déjà sur d'un effet bénéfice, je regardais, on a quasiment 17 points de gagné dans cette tranche d'âge-là. Donc voilà, c'est des messages encourageants. Bénéfice de la vaccination HPV sur les autres localisations cancéreuses, c'est ce qui a été dit. Et puis on a une participation au dépistage organisé qui est aux alentours de 60% pour le cancer du col de l'utérus, et là aussi avec des inégalités importantes sur le territoire et en fonction des conditions socio-économiques. Dépistage du cancer colorectal efficace pour réduire la mortalité, on a vu aux alentours de 15%. Chose importante aussi, on voit que probablement que si on diagnostique des lésions précancéreuses, mais avec les limites aujourd'hui du test FIT, on peut avoir une diminution de l'incidence du cancer du côlon. Mais vous avez vu une participation qui est vraiment extrêmement faible. Et les évolutions à venir dont on a parlé. J'ai mis le poumon après. Des pistes de réflexion, des solutions pour essayer d'améliorer finalement l'accessibilité et la pratique du dépistage en France. Ça a déjà été évoqué, mais aller vers les publics éloignés, soit du système de santé. On sait que on l'a évoqué, population rurale, précaire, migrante, en situation de handicap. Clairement, on a probablement aussi cette population qui est plus exposée à des facteurs de risque de cancer et qui va moins en fait pratiquer dépistage par rapport à la moyenne nationale. On a évoqué déploiement d'unités mobiles, hein, des bus ou des remorques de camions. On a vu avec cancer du poumon avec des scanners low dose. J'ai vu dans la région de Lyon, je crois qu'ils lancent ce mode de dépistage. Ça existe également pour le cancer du sein. Pour le cancer également, dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc vraiment quelque chose d'important, une ouverture possible justement dans ces zones qui sont sous-dotées. Les visites blanches, la mise en place des visites blanches pour alors sélectionner sur des populations, je dirais, précaires. Il y a une expérimentation aujourd'hui sur le centre auprès de patients en situation de handicap. Tout ce qui va tourner autour de la médiation en santé, recours à des médiateurs interculturels, père-aidants pour sensibiliser, accompagner. Et puis bien sûr les actions de proximité, que ce soit au niveau des centres sociaux, que ce soit auprès des maisons France Service, les associations qui sont des relais aussi. Très important, et puis aller auprès des lieux de vie en fait, voilà, sur les marchés, les quartiers, les foyers, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. On l'a vu aussi, simplifier les parcours et moderniser en fait les modalités de dépistage. On sait qu'il y a des freins, l'oubli, le manque du temps, méconnaissance du processus. Enfin voilà, on trouve toujours des bonnes raisons de ne pas se faire dépister quelque part si on n'est pas motivé, mais il y a probablement des freins logistiques sur lesquels on peut aider. Dans le cancer, donc on l'a dit, hein, l'envoi d'autotests à domicile dans le cancer colorectal, les relances SMS, email, l'autoprélèvement également, on en discutait dans le cancer du col de l'utérus, peut-être plus acceptable pour certaines femmes, pour dépister des papillomavirus. Voilà, le déploiement des outils numériques, la relance automatique, portail de commande pour les kits dans le cancer colorectal, tout ce qui va être consultable en ligne. On l'a dit, mobiliser les professionnels de santé en ville, de tous. Voilà, c'est clairement l'affaire de tous. Dans le baromètre cancer de 2021, il y avait un panel de patients qui étaient questionnés. Finalement, les patients évoquent le fait que c'est très rarement évoqué les sujets de discussion autour du dépistage entre les patients et les soignants. Je crois que c'est 22% des patients qui évoquaient une discussion auprès d'un professionnel. L'importance de la formation active, que ce soit en médecine générale, les pharmaciens, on a vu, les sages-femmes également,
prescription facilitée d'autotests comme pour l'HPV, l'accompagnement pour la lecture des résultats, le rôle renforcé des pharmaciens qui a été évoqué auprès de le fait que les kits pour le dépistage du cancer colorectal soient remis, et puis également le conseil personnalisé que peut proposer le pharmacien, notamment dans des populations, alors c'est évoqué peut-être moins sensibles, c'est-à-dire les hommes de 50 à 74 ans. Voilà, partenariat également avec les CPTS qui est extrêmement important. Améliorer la communication, l'adhésion, aller vers finalement un dépistage personnalisé. On sait qu'il y a pas mal de croyances, il y a beaucoup de croyances erronées autour du cancer, sur les facteurs de risque également. L'image parfois anxiogène du dépistage, hein, on le voit, on l'a évoqué sur les cancers dont on a parlé ce soir, mais également on sait que c'est le cas aussi dans le cancer du sein. Il faut que les campagnes, en fait, elles soient ciblées, probablement en fonction de l'âge, du sexe, des origines socioculturelles. On s'aperçoit que des campagnes, en fait, qui, quand on veut toucher un public très très large, eh bien, ça ne porte pas toujours. Probablement, il faut mieux cibler, mieux personnaliser. Communication positive sur les effets du dépistage, témoignage des patients également qui peut être important. Tout ce qui va tourner également autour de l'éducation à la santé auprès des collégiens, des lycées sur le rôle du dépistage. Il faut commencer très tôt, et là aussi, ça va avec la prévention. Et puis, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, les influenceurs santé qui peut être également une possibilité. Déployer des expérimentations ciblées et innovantes. Donc on l'a vu avec le dépistage du cancer du poumon. Hein. Voilà, quand même des résultats qui sont quand même majeurs, hein, parce qu'on voit qu'on pourrait diminuer, on peut diminuer la mortalité aux alentours de 25%. On a vu que ça allait se mettre en place au CHU sur la forme donc, de l'étude proposée, mais également en soins courants, c'est quelque chose d'extrêmement important. Application stricte des recommandations, hein, clairement par rapport à la prise en charge des nodules découverts lors du dépistage, quelque chose d'indispensable. Comme pour tout test de dépistage, on a un risque éventuel de surdiagnostic, surtraitement. Et donc là aussi, c'est important d'identifier les sujets qui sont éligibles, et ça, c'est la responsabilité de tous. L'utilisation de l'intelligence artificielle, on l'a évoqué pour le cancer du poumon avec les lectures des scanners, mais également c'est le cas pour les mammographies. Et puis les biomarqueurs également, comme ça a été évoqué par le Dr Granchet, le fait que sur une prise de sang peut-être arriver finalement à dépister en fait un cancer de manière précoce. Et là, c'est encore à l'étude, on l'a vu, avec une question de coût. Voilà ce que je voulais vous livrer voilà, en conclusion de manière assez large et avec des pistes de réflexion. Je remercie encore une fois les intervenants. Je pense que c'est le moment aussi de remercier nos partenaires, grâce à laquelle on peut organiser également ces soirées. Et puis, je crois que vous voulez faire une présentation des sujets à venir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous avez encore des questions que vous n'auriez pas pu... Sur la conclusion, non. Voilà. Bon, très bien. Donc oui, merci à tous pour votre présence et votre écoute. Merci aux personnes qui nous sont fidèles, à nos intervenants. Voyez que la deuxième partie de l'année est encore riche. Le lundi 15 septembre, on fera une conférence sur les mêmes modalités. Vivre après un cancer ORL, une approche pluridisciplinaire. Le 22 septembre, on parlera des préventions des cancers gynécologiques. D'ailleurs, on vous propose aussi une formation sur 2 dates, le 24 juin et le 30 septembre, sur les préventions des cancers gynécologiques. N'hésitez pas à aller voir sur le site de l'Institut de formation pour vous y inscrire. Le mercredi 8 octobre, on proposera de vous parler des cancers de la peau. Le 18 novembre, ce sera la prostate, du dépistage à la surveillance. Et puis on terminera par le dentaire et la cancérologie. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. On se dit au mois de septembre. Et puis, je vous souhaite un très bel été et vous invite, pour ceux qui sont présents, à nous rejoindre dans la salle Agora pour continuer vos discussions ensemble. Merci.